Merci. Alors, on va passer aujourd'hui à l'étude de l'estomac. Donc, c'est le 19e cours sur les 42. Alors, on va faire un petit peu un rappel des cours antérieurs. Donc, à nouveau, je vous remémore que dans le corps humain, on a donc plusieurs types de réacteurs. On va commencer par le plus évident, le réacteur des poumons avec le cœur au milieu, ça fait un triangle, qui agit avec le thalamus, la pyramide supérieure. Et au centre, on a le thymus. Et le thymus va donc donner ses ordres aux organes abdominaux. Et la dernière fois, on avait vu le réacteur entre le foie, la rate pancréas et l'estomac, qui fait un autre triangle. Ensuite, on a les organes génitaux et on a aussi le réacteur avec les deux reins et la vessie. Ici, Est-ce vous qu'il y a un avez… partage? Pardon? Ah, Est-ce pardon, qu'il y a un partage? excusez-moi, excusez-moi. Oh là, je suis tellement content de vous présenter mon cours que j'ai oublié de partager. Merci. Je pense toujours que ça va se faire tout seul. Voilà. Vous l'avez là? Oui, c'est bon. Ok, merci. Excusez-moi. Voilà, donc les différents, donc ici, donc je vous le redonne parce que vous n'aviez pas l'image. Donc les deux poumons, le cœur qui forme la base du triangle. Ici, la présence du thalamus au centre du cerveau. Je vous rappelle qu'il y a deux thalamus, un de chaque côté, comme les deux hémisphères. Et au centre de cette pyramide, le thymus. Le thymus, lui, est en relation avec les organes abdominaux, notamment avec le système lymphatique. On a ensuite d'autres types de réacteurs entre le foie, la rate et le pancréas et l'estomac. Ensuite, on a un réacteur avec les deux reins et la vessie. Ensuite, avec les deux organes génitaux, les ovaires et l'utérus. Et même chose chez l'homme, bien sûr, avec les organes différents. Ici, vous avez représenté, comme on l'a vu la dernière fois, on avait fait une vidéo. Je remercie au passage Franck Zippo d'avoir sorti simplement la vidéo de cette partie. Je ne sais pas avec quel logiciel il a fait, il a réussi à extraire uniquement cette partie de vidéo, mais merci à lui. Je l'ai intégré, cette vidéo, d'ailleurs, dans le dernier cours que je vous ai donné. Donc, vous avez ici la représentation schématique de l'ensemble de tous les réacteurs. Alors, on va parler un petit peu de ces réacteurs. Ici, donc, on a le thalamus, qui est le gérant, le capitaine en chef. Chaque organe ou chaque partie d'organe possède ce qu'on appelle un centre végétatif. C'est son âme physique. On se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu dans le 189 tout à l'heure, l'âme physique. Donc, chaque organe possède un centre végétatif qui est le gérant de l'ensemble de toutes les cellules de l'organe. Qu'est-ce que c'est qu'un centre végétatif? Eh bien, c'est un centre qui, une fois qu'il est sorti du corps complètement, vous mettez un cœur dans une assiette. Donc, je pense que tout le monde le sait, le cœur va continuer à battre pendant 2 à 3 minutes, de façon autonome. C'est ça le centre végétatif, c'est ça l'âme physique de l'organe. Ces centres végétatifs sont, on les a représentés ici, voilà, c'est ce qu'on appelle les réacteurs. C'est ça les réacteurs, ils sont au centre. Je dirais qu'ils sont pratiquement au centre géométrique de l'organe. Je vous rappelle que quand on a vu dans le cours ce qui concerne la bouche et l'anus, que ce système représentait un tore avec comme un trou noir. Et que ce trou noir représentait l'ensemble de la mémoire de tout le corps. Deuxièmement, l'estomac est une chaudière qui nanocote les matériaux par un feu humide. Qu'est-ce qu'on appelle le feu humide? Quand vous prenez du fumier, vous apercevez qu'il brûle. C'est ça le feu humide. C'est un feu de putréfaction. Alors, on va regarder un petit peu du point de vue embryologique la naissance de l'estomac. Donc, voilà, le fœtus et la naissance de l'estomac se fait à ce niveau-là avec, d'emblée,
un seul tuyau jusqu'à l'anus. Même chose que les autres organes, on a toujours 3 couches de tissu au niveau de l'estomac, pardon, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme, ce qu'on appelle les tissus profonds. Donc on va avoir ici au niveau de l'embryon le début de l'invagination qui va se poursuivre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc de chaque côté ici vous avez ce qu'on appelle le mésoderme. Là vous avez une image électronique du développement des feuillets embryonnaires. Si maintenant on regarde au niveau du péritoine, c'est-à-dire de l'enveloppe qui enserre l'ensemble des organes abdominaux. Donc vous voyez ici la vagination dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici. L'estomac va commencer à migrer pour ensuite se déporter sur le côté et effectuer une rotation de 90 degrés. Donc cette rotation de 90 degrés, c'est comme entre la morula et la blastula. La morula, c'était la première période du développement de l'ovule qui se fragmente en 2, 4, 6, en 2, 4, 8, etc. cellules. Et ensuite, la morula avec le début d'invagination. C'est-à-dire l'entrée, je vous rappelle, il y avait une entrée nord et une sortie sud. Donc le corps humain ou l'ovule ressemble à un tore. Cette partie de rotation au niveau de 90 degrés, nous le verrons tout à l'heure, a une certaine importance dans le fonctionnement de l'estomac. Alors, au début, l'estomac, c'est un tube. Ce tube va commencer à se couder, ici. Il va faire une rotation de 90 degrés pour ensuite donner la panse de l'estomac à ce niveau-là et avec l'anse du duodénum, suivi du jejunum. Donc là, ici, ce tube est orienté dans une certaine direction et l'estomac ici a fait une rotation de 90 degrés. Donc pour rappel, par rapport au cours entre l'estomac et l'anus, donc le corps humain, imaginez que vous gonflez le corps humain comme un ballon de baudruche, il va retrouver une forme de sphère et vous aurez l'entrée de la sphère ici et la sortie de la sphère au niveau anal. Donc en fait, on n'a qu'un seul tuyau entre la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, etc. Alors, la lumière digestive, donc c'est un trou noir. C'est à nouveau un rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, vous avez la bouche et la sortie à ce niveau-là. Sauf que le corps humain, au cours de sa croissance, s'est déformé pour donner une tête, deux bras, etc. Voilà. Donc, mais le corps humain fonctionne toujours comme si c'était une sphère. Chaque tissu a son type de nanoparticules et donc absorbe une certaine catégorie de plasma. Donc à chaque étape, entre le passage de la bouche au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac, puis des intestins, à chaque étape, il y aura production, absorption ou résorption de certains types de plasma. Donc je vous rappelle que le trou noir contient toute la masse de l'organe. Alors, ici, je vous ai montré un petit peu, parce que j'ai eu pas mal de difficultés à comprendre ce que voulait dire le docteur Rodrigo, mais c'est très intéressant. C'est l'interaction qu'il y a entre l'entrée buccale et le système respiratoire. C'est comme si le système buccal rentrait à l'intérieur du système respiratoire. Alors, regardez bien cette image à gauche. C'est ce qu'on appelle une bande de Möbius, mais en volume. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une bande de Möbius. Je vais essayer de vous l'expliquer oralement.
Imaginez que vous prenez une feuille de papier, de rouleau de papier WC dans les deux mains, les paumes vers le haut. Vous rassemblez vos deux mains pour que ça soit bord à bord. Vous allez inverser la main droite et vous allez coller les deux extrémités. Eh bien, si vous suivez la bande, vous allez passer de l'extérieur de la bande à l'intérieur de la bande pour ressortir à l'extérieur et retourner. On passe, voilà. Donc là, ici, ça représente le système buccal qui traverse le système respiratoire. C'est assez ingénieux. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo. Je vais essayer de... Je vais départager pour vous la montrer si je la trouve. Alors, où est-elle? Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Pas encore. Toujours pas? La page est blanche. Ah. Je vais arrêter. Je recommence le partage. Et là? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le schéma de façon animée. Vous voyez, donc ça pénètre. Voilà. Et ça ressort ici, vous voyez. L'intérieur ici repasse à l'extérieur et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pour vous montrer l'interaction qu'il y a entre le fait de mettre quelque chose dans la bouche avec l'interaction du système respiratoire. Autrement dit, ça veut dire, donc je vais arrêter le partage pour revenir. Je vous laisse encore un petit peu que vous regardiez. Voilà, donc c'est comme si, lorsque vous ingérez quelque chose au niveau de la bouche, ça se fait instantanément, quasiment de façon sous forme plasma, mais en même temps, il y a une interaction avec l'air que vous respirez. Autrement dit, c'est comme si, pour simplifier, ce que vous mangez arrive sous forme gazeuse et se mélange avec l'air de l'air ambiant. Et ça se fait de cette façon-là. Donc là, voilà, de façon schématique. Donc au fur et à mesure que vous allez progresser dans la progression du bol alimentaire, eh bien, il va y avoir une augmentation des couches nanométriques au fur et à mesure du parcours. Donc vous voyez ici, vous avez une autre couche nano. Ici, vous en avez encore une supplémentaire qui s'ajoute et ainsi encore une autre supplémentaire. Donc c'est un petit peu comme si la puissance du réacteur augmentait au fur et à mesure du parcours du bol alimentaire. Donc voilà à nouveau les différents types d'actions qui se produisent en fonction des lieux du passage du bol alimentaire. Donc au niveau de l'ingestion, on a le bol alimentaire avec la mastication qui est très importante, surtout à notre époque où la plupart des gens ne mastiquent pas assez longtemps. Et donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que les gants restent un petit peu en bouche un certain temps. Donc ici, mastication, et instantanément, on a une transformation à l'état plasma. Ensuite, pénétration au niveau de l'œsophage. Le passage dans l'œsophage se fasse exactement comme chez un serpent, de façon péristaltique, par des contractions alternées, de proche en proche, et arriver au niveau de l'estomac. Alors là, on va repasser. On a vu que l'estomac avait pivoté de 90 degrés, de façon à entraîner une giration, ici, comme dans une bobine.
de l'ensemble du bol alimentaire. Donc, ça fait un petit peu, comment dire, comme si c'était une force centrifuge. Un petit peu comme quand on utilise une essoreuse à salade. Voilà, c'est un peu le même schéma. Voilà. Et donc, c'est comme si on allait avoir une projection à l'extérieur sur les parois de l'estomac, de façon à entraîner une différence de pression et un passage des plasmas de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, progression de façon péristaltique, toujours de façon giratoire, tout le long de l'intestin, des deux intestins. Et ensuite, retransformation sous forme de matière et évacuation. Donc, en fonction des lieux de passage, on a des gradients de pression, différents types de pression, qui permettent la progression de proche en proche du bol alimentaire. Je vous rappelle que l'œsophage ici, puisqu'on est dans l'œsophage, c'est un tissu blanc, donc c'est une action mécanique involontaire, donc émotionnelle. Si on continue au niveau de l'estomac, de même qu'au niveau du cœur, on avait vu qu'on avait des fibres enroulées de façon circulaire ou spiralée. Eh bien, au niveau de l'estomac, c'est la même chose, de façon à produire ce fameux mouvement giratoire par des contractions. Donc, on a des contractions circulaires par différents types de couches musculaires. Donc, on a un effet de centrifugeuse. Et c'est grâce à cette rotation de 90 degrés que c'est possible avec l'interaction de la disposition des fibres musculaires de l'estomac. Donc l'estomac, c'est donc à nouveau une structure tissulaire de tissu blanc, tissu lisse, et on a toujours les trois types de couches, une couche musculaire à l'extérieur, une couche muqueuse et ici la couche glandulaire. Ici la couche glandulaire. Donc tout ça, c'est la partie musculaire. Donc là, on a ce qu'on appelle les villosités. Les villosités, c'est comme dans l'intestin, c'est une façon ingénieuse pour le corps d'augmenter la surface des échanges dans une surface minimum. Alors, comment se fait l'absorption des champs par ces villosités? Donc les villosités, je vous rappelle, c'est ça. Hein. Donc on est en train de regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Donc au niveau de ces villosités, on a des pores, des micropores, des microportes qui permettent donc le passage entre l'intérieur de l'estomac et les parois de l'estomac, ou vice-versa. Donc ici, vous avez la représentation d'une villosité. Donc c'est un petit sac ouvert où vont se faire les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Donc l'estomac, c'est simplement une centrifugeuse et broyeuse, de façon à augmenter l'effet plasma du bol alimentaire. À ce niveau-là, on va avoir un échange, notamment avec l'hydrogène, le potassium et le chlore. Donc on en revient toujours à cette fameuse, ça agit comme une pompe si vous voulez, on appelle ça la pompe calcium. Et donc on va avoir une action du CO2 et de l'oxygène qui va donner le bicarbonate, j'ai un cheveu sur la langue, ça m'échappe, pour donner finalement le bicarbonate. Je bute sur le terme. Donc on a toujours ici le bicarbonate. Chose qu'on avait déjà vue au niveau de... c'était quel organe qu'on avait vu? Au niveau pulmonaire.
Donc voici ici, à nouveau ici, les échanges entre l'extérieur de la vésicule, c'est à l'intérieur de l'estomac, et les parois. Alors, donc à nouveau, on vous parle du trou noir. Donc le système digestif, donc ça c'est la bouche. Et donc tout rentre sous la forme d'un tourbillon. Alors, non pas dans la bouche, mais je reviens un petit peu en arrière, que vous voyez bien. Voilà. Ça va commencer à tourbillonner à partir de là. Mais surtout, ça va tourbillonner à partir de ici. Voilà. Donc là, ça commence à tourbillonner. Voilà. Et ça va tourbillonner jusqu'à la fin du transit. Donc ici, l'ensemble des aliments sont rassemblés sous la forme d'une masse quasiment unique et que cette masse dans le trou noir est infiniment petite. Et elle est composée de l'ensemble des informations ingérées. Donc à nouveau, tous les matériaux sont à l'état de ganse dès qu'ils arrivent au contact de la bouche et de la mastication. Donc que ce soit des sucres, des acides aminés, etc., tout est transformé à l'état de ganse nanoparticules. Voilà. Donc si on fait l'exemple avec l'hydrogène, eh bien on voit que les particules d'hydrogène s'assemblent toujours, donc d'abord 2 par 2, ensuite encore 2 par 2 plus 2 par 2, et ainsi de suite. Et donc on a ce qu'on appelle une boucle, une triple boucle infinie. Essayez de vous imaginer ça, j'ai essayé de le représenter en 3D. Donc ici on a 1, 2 hydrogènes, ici on a encore 2 hydrogènes sous forme d'un carré, et traversant le carré, on a encore ici 2 hydrogènes. Donc, on va avoir des boucles infinies entre chaque couple d'hydrogène. Et ici, même chose d'avant en arrière, on a encore une boucle. Donc, le Soleil, par rapport à la Terre, transforme les champs MAF, les champs magnétiques gravitationnels, en matière. Donc, l'estomac, lui, il inverse ce processus dans une condition de vide. Donc, l'estomac transforme les matières en champs magnétiques gravitationnels. Donc l'interaction de la Terre va nous donner des matériaux. Ces matériaux, nous, on va les transformer en état de champ Magrav pour les évacuer sous forme de matière à nouveau. Alors, le nanocoating avec le KCl et le HCl. Ça, c'est ce qui se passe dans l'estomac. Donc, c'est un petit peu comme un bac où on fait un nano avec du KOH et de NaOH. C'est un peu la même chose. Comme l'a dit M. Kesch, les gants sont plus efficaces à partir du moment où ils sont mis en rotation. Et donc, c'est l'action de l'estomac qui, effectivement, il va travailler comme un réacteur que l'on fait tourner avec un moteur. Et donc, on a, vous voyez, émission des champs à distance, chose qui se produit de façon moins importante avec un patch ou un réacteur statique. Sauf si on fait des réacteurs couplés, par exemple, où là, il y a interaction de deux champs face à face qui vont pouvoir se mettre en mouvement et en rotation. Alors, c'est les conditions de salinité qui déclenchent les mouvements péristaltiques et la création des nanomatériaux des parois. Donc, le mouvement péristaltique, je l'ai fait figurer ici sous la forme d'une progression d'avant vers l'avant d'une sinusoïde, avec ici représenté l'épaisseur ou le diamètre des tuyaux. Donc, ici, vous avez une contraction, ici, expansion, contraction, expansion, et c'est comme ça que la nourriture ou le plasma progresse. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a des questions de votre part?
Attends, oui, je voulais savoir, dans la diapo 21, là, est-ce que c'est marqué KCL et HCL? Comment tu lis ça? Dans KOH. Ah, donc c'est écrit en haut, nanocoating avec KCL, c'est en anglais? Non, c'est KOH. Non, mais en haut, là, dans les titres grands. Ah, c'est une erreur. Ah, ok, ok, ok. Voilà, Merci. de rien. Un bug. Oui, c'est Roland. Et, Bonjour. Oui, Pardon. oui, Pardon. oui. Ah, c'est une arrivée. Il faut que tu modifies HCL aussi, je pense, Oui, dans le titre. oui, oui, oui. Oui, moi j'avais une question. Oui. C'est Roland. Oui. Bonsoir. Mais c'est pourquoi quand on coupe un estomac, on trouve la nourriture dans son état assez correct, puisqu'il détermine sur les animaux ce qu'ils ont mangé ou Bah, parce que tu l'as sorti de son contexte. hein? D'accord. Mais autrement, avant, à l'intérieur, ça se ferait vraiment C'est à l'état de vide. hein? À l'intérieur, c'est à l'état de vide. D'accord. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur pour voir le vide. Ouais. D'accord. Ce que tu vois à l'intérieur de l'estomac quand on fait des fibroscopies, etc., c'est sous forme nano. Hein. OK. Alors, il y a le nanomatière qui irradie avec du plasma. Donc, ce que l'on voit dans l'estomac, c'est ce qu'on voit quand on fait dans nos bacs de nano, ce que j'appelle le ganse matière. D'accord. Hein. Qui lui permet encore de déterminer qui est à l'origine de sa production, quoi, ouais, pour retrouver ce que la personne a mangé ou l'animal, pour Par les exemple. origines. Par exemple. D'accord. OK, merci. De rien, Roland. Alors, pourquoi les sucres sont absorbés rapidement? Alors, le corps est constitué de carbone nano, qui est un supraconducteur de l'hydrogène, principale source constituant des sucres. Donc, l'hydrogène étant le constituant de l'énergie. Donc, cette énergie est absorbée extrêmement rapidement dans l'estomac et non l'intestin, à la fois pour la partie physique et émotionnelle du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'il y a un effet rebond d'hypoglycémie par manque de sucre ensuite. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer? ouais. Alors, bon, ceux qui ont fait un peu de médecine ou de bio, ils ont compris. Donc, je vous rappelle que si vous mangez du sucre, un sucre blanc ou roux par exemple, vous allez avoir une production d'énergie instantanée qui va monter en flèche de façon très élevée. Mais comme cette énergie est consommée instantanément, eh bien, c'est comme un petit peu si vous appuyez sur un bouchon, un bouchon de pêche, votre glycémie va redescendre en dessous de zéro. Donc là, vous êtes en hypoglycémie. Donc, vous êtes en train de vous dire vivement que j'ai un deuxième sucre. Alors, vous reprenez un sucre et une demi-heure après, hop, vous remontez votre glycémie. Voilà, donc l'importance de la différence entre ce qu'on appelle les sucres rapides et les sucres lents. Parce que l'hydrogène est un fournisseur d'énergie et qu'il agit extrêmement rapidement. Il produit l'énergie. Alors, une autre question qu'il y avait durant ce cours, c'est qu'en est-il des excès alimentaires? Donc, je vous donne la réponse de M. Kesch. C'est une question de champ environnant. Il suffit d'échanger par la vision émotionnelle, un peu comme quand on le fait avec le stylo antidouleur. Et en buvant de l'eau plasma, on modifie les conditions de l'environnement. Ainsi, dans les obésités, il n'y a pas besoin d'opération ou de cerclage et le poids redescend sans que la peau se flétrisse. Alors, là, il est en train de faire allusion à l'effet de la vision sur les aliments. C'est-à-dire qu'il y a une perception émotionnelle, visuelle, et ensuite il y a une perception de l'aliment gustative, une perception de l'aliment olfactive, et il y a une sorte de symbiose ou de correspondance entre les trois perceptions. Donc, à partir du moment où vous avez ingéré un aliment, une tomate par exemple,
la prochaine que vous allez voir qui ressemble à une tomate du point de vue visuel, vous saurez si elle est bonne ou pas bonne, pour vous, en fonction du contexte émotionnel. Vient se rajouter ensuite le goût, qui donne une information quasi immédiate, puisque c'est un organe, les organes des sens sont très proches du thalamus, donc toutes ces informations, c'est extrêmement rapide, instantané. Donc c'est à ça qu'il fait allusion quand il dit il suffit de changer la vision émotionnelle. Alors, qu'en est-il du sel à propos? Alors, il avait déjà mentionné ça il y a très longtemps dans un KSW où il disait que le sel n'avait pas beaucoup d'importance parce que le sodium agit simplement, dans la technologie Kesh, il agit comme catalyseur. Donc, c'est-à-dire qu'il a un effet neutre en lui-même. Par contre, s'il n'y a pas le sodium, effectivement, ça pose des problèmes. Donc, il faut qu'il y ait la présence de sodium pour que se produise certains types de réactions ou d'échanges cellulaires. Donc, si vous augmentez la quantité de sel dans vos bacs, vous allez observer le GANS. Le sel augmente la conductivité entre les plaques, donc le courant. Donc, c'est pour ça qu'en fonction de la quantité de sel, je suis en train de chercher le terme, le pourcentage de sel que vous mettez, vous allez augmenter la quantité de passage de courant ou pas. Donc, vous allez, par exemple, si vous faites un CO2 et que vous mettez énormément de sel, vous allez augmenter la conductivité. C'est comme si vous ne mettiez pas de diode. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre juste ce qu'il faut comme sel, de façon à ce qu'il y ait le passage du champ et production de courant dans le fil de connexion. Donc, le fait d'ajouter du sel dans les adjuvants alimentaires, par exemple, c'est pour rendre addictif. Donc, ça, ce n'est pas une découverte. L'estomac ainsi accélère le travail, puisqu'il a du sel. Mais dans l'alimentation moderne, ils ajoutent du sel et du sucre de façon à équilibrer le goût et satisfaire la partie émotionnelle. Donc, en fait, hormis certaines pathologies d'hypertension artérielle, le sel est moins dangereux, l'excès de sel est moins dangereux que celui du sucre. Donc, les gens qui ne salent jamais, c'est certainement une erreur alimentaire. Par contre, l'excès de sel, oui. Le sucre, oui. Donc, voilà, à nouveau, le sodium est absolument inutile. C'est le potassium qui est utile parce qu'il se transmute en calcium 40. Alors, on aura l'occasion, je pense, dans les prochains cours, de vous parler des chaînes d'isotopes et comment on passe du potassium au calcium 40. Donc, le potassium va se lier au chlore. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure, au niveau de l'estomac, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, ici. Donc, voilà, là, on a le potassium qui va se lier au chlore. Hop. Voilà, donc il va se lier au chlore pour donner le chlorure de potassium. Et donc ce chlorure de potassium permet d'activer la pompe, c'est-à-dire sortie, entrée de différents autres types d'ingrédients ou de minéraux. Voilà, donc ça c'était pour répondre à toutes les questions qui ont eu lieu lors de ce cours sur l'estomac. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur ce cours? Donc l'estomac, donc pour simplifier un petit peu, c'est une chaudière, une centrifugeuse ou une crépisseuse, je dirais, qui permet de projeter le bol alimentaire sous forme liquide et de ganse, de le projeter vers l'extérieur des parois, de le comprimer vers l'extérieur des parois, de façon à ce que les échanges puissent se faire à différents types de niveaux de type de pression entre l'intérieur de l'estomac et l'extérieur. Donc l'estomac a besoin d'un minimum d'énergie pour fonctionner. Et si vous surchargez l'estomac de façon inutile, vous brûlez de l'énergie de façon inutile. Par exemple, si vous buvez 2 litres d'eau
alors que vous n'êtes pas en été, que vous êtes en hiver, vous faites travailler votre estomac pour rien. On a vu ici, depuis pas mal de cours, que l'organisme fabrique son eau. Donc, quasiment tous les aliments sont transformés en eau, plus d'autres matériaux, bien sûr. Est-ce qu'il y a des remarques ou d'autres questions? Oui, tu vas les mettre dans la page? Excuse-moi, Est-ce que tu vas les mettre dans la page, ces sur dossiers? Facebook? Oui. Oui, je vais le publier, oui. D'accord. Et tu peux publier le 9 aussi? Tu as oublié. Oh, tu en demandes beaucoup. Oui, mais je Le 9? demande. Hein? Alors, le 9, oui, je note. Ok, merci. Publier le 9. Alors, le 9, je ne sais pas, parce qu'il n'est peut-être pas sous... Je l'avais fait le 9 sous forme de PDF. Et, bon, non, tu l'as fait en cours, mais Parce qu'il n'est peut-être pas en forme de PDF. Donc, c'est peut-être. peut-être pour ça qu'il n'est pas publié. Les premiers cours, depuis le numéro 1 jusqu'au numéro 8, 8 ou 9, ils y sont tous, oui. Ils y on sont. Ouais. les a fait d'après la vidéo, donc on ne les a pas fait, donc je ne peux pas les publier. Hein. Voilà. Je ne sais pas si on continuera, j'ai encore jusqu'au numéro 22, le cours numéro 22, je vais continuer en forme de PDF, de PowerPoint, comme ça. Et par la suite, je ne sais pas si je continuerai sous cette forme-là ou si on reprendra la forme vidéo avec les traductions directes. Voilà, donc pour le moment, on continue encore quelques cours comme ça. Ok, Merci. Merci. de rien. Avez-vous d'autres questions? Ok, bah donc je vais passer la parole à... C'est Adil qui doit intervenir, je pense. Ouais. Ok, Adil, c'est à toi. J'arrête mon partage et je te laisse la main. Merci. Voilà. Alors, déjà, je voulais vous parler donc, de la bonne nouvelle qui est que les ateliers plasma générateurs ils vont être mis en place. Donc, on avait dit le mercredi, ça va commencer le mercredi 13. On avait fait une annonce sur Facebook et j'avais envoyé quelques mails. Et donc là, je vous redis pour les gens qui n'étaient pas au courant. Donc ça commence à partir de la semaine prochaine. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou pour vous c'est ok? Bah, je ne sais pas ce qu'on va faire, donc je n'ai pas de questions. Bah, ce qu'on va faire, c'est créer le générateur autonome. En fait, on va essayer de rassembler tous les savoirs de tout le monde et de travailler sur un projet pour qu'on puisse nous-mêmes créer le générateur autonome. Ok. T'as mis à Donc, quelle heure, Adil, déjà, s'il te plaît? C'est à 19h30. sur la même Ok. salle qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, Oui. c'est la même salle qu'aujourd'hui. C'est le même numéro de salle. Mais c'est public? Oui, c'est public. D'accord. Et c'est Alors, il y a ouvert à... quelqu'un qui... Pardon. Ah, vas-y, vas-y. J'allais dire que quelqu'un a levé la main, mais je ne le vois plus, il a disparu. La petite main a disparu, donc... Bon. C'est une chose, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Donc, même si vous La avez... main est revenue. Ouais, Ah la oui. main est revenue. Ok, continue, Adil, je m'en occupe. bascule. Et donc je disais donc toute personne est la bienvenue, même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances sur le sujet, c'est pas un problème, parce que tout le monde peut apporter quelque chose, hein. Que ça soit même au niveau technique ou au niveau de la compréhension, ou voilà, en fait on a tous quelque chose à apporter parce qu'on fait tous partie du même plasma. Voilà, donc ça va être intéressant. Voilà.
C'est le mercredi, j'ai pas noté là, s'il te plaît, Adil, merci. Alors, ça commence mercredi 13 à 19h30. Et en fait, ça va être à partir du 13, ça sera tous les 15 jours. Ça sera un mercredi sur 2. D'accord. Merci. Hein. Avec plaisir. En fait, un mercredi sur 2 parce que l'autre mercredi, il y a l'enseignement privé. Ok. Bon, là, c'est nickel. Alors, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'était donc le service. Et vous expliquer un peu ce que c'est que le service. Voilà, comment la fondation voit le service, en fait. Donc, quand on dit service, c'est le service à l'humanité. Et donc, c'est faire des choses pour la globalité et pas forcément pour soi. Ou sinon faire des choses pour soi, mais qui va englober la globalité. Et donc, je vais vous donner des exemples simples. Par exemple, si vous donnez dans mon avis, tout le monde a déjà vécu cette expérience. Si vous donnez un coup de main à quelqu'un et qu'il vous dit merci, en fait, ça vous donne plus de joie que de recevoir de l'argent, par exemple. Et bien ça, c'est le service. Et je vous donne mon exemple de vie. Et moi, quand j'avais mon entreprise d'électricité, en fait, je faisais beaucoup de chantiers, mais je faisais des prix très bas. Et parce qu'en fait, c'était pas l'argent qui m'intéressait, mais c'était de rendre service. Et en fait, qu'on me dise merci et tout, c'était super, le travail est bien fait et tout ça, en fait, pour moi, c'était beaucoup plus important que de recevoir un chèque, par exemple. Et donc, le service, c'est ça. Et le service, c'est au quotidien, en fait. C'est, quand on peut aider quelqu'un à traverser la route, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui est le service. Alors, il y a aussi une chose où il faut pas tomber dedans, en fait, c'est l'attente. En fait, il faut pas tomber dans l'attente de remerciements ou l'attente d'une contrepartie. En fait, on n'a rien à attendre. Le service, c'est on donne et c'est tout. On n'attend pas le retour. Le retour, il reviendra, mais d'une autre façon. Ou il peut revenir immédiatement. Ça dépend de la situation. Mais il faut pas avoir d'attente. Parce que l'attente, en fait, ça va vous frustrer. Et du coup, ça va vous bloquer au niveau du service. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Adil, il y a quelqu'un qui souhaiterait parler. Donc, Reiki, tu peux activer ton micro pour poser ta question. Je ne sais pas comment faire, justement. Ah bah là, on t'entend. Ah, on m'entend là. Ah ben ouais, d'accord, ok. Pour la séance qui va se produire la semaine prochaine, est-ce que ce sera commenté en vidéo? Est-ce qu'on aura la possibilité de voir comment se fait la fabrication ou bien on doit se déplacer et se trouver dans une salle spécifique ou non? Oh, ça va être comme ce soir, ça va être sur Zoom Meeting et ça va être le même numéro de salle. Et Oui. normalement, oui, les replays seront disponibles sur YouTube comme pour les enseignements publics. Ah, d'accord, ok. Parce que je suis nouveau là ici dans la salle. C'est la première fois que je parviens à accéder à cette salle. Et bon, moi, je suis en Espagne ici. Hein. Alors, c'est pas tous les jours facile non plus. Enfin, voilà, je suis content quand même de pouvoir participer et d'écouter tout ce qui se passe. C'est assez intéressant. Voilà. On te souhaite la bienvenue. Eh bien, merci. Avec Merci. plaisir. Oh, je suppose que je dois pousser sur... ça va se couper tout seul, le micro? Non, mais soit tu peux le couper ou soit je peux le couper. Ok, je coupe. Merci. Donc, voilà. Après, est-ce que vous avez des questions sur le service? Parce que là, ce que je vous ai expliqué, on va dire, c'est seulement
on va dire la pointe de l'iceberg. Après, ça peut en fait, c'est tellement vaste le service. On peut faire tellement de choses. Non, pas de questions. Je vous donne un dernier exemple. Par exemple, vous êtes en voiture, vous laissez passer quelqu'un, vous vous arrêtez, et que la personne traverse au passage piéton et qui vous dit pas merci, en fait, c'est pas grave. C'est vous avez rendu service. Ouais, si je peux ajouter un truc, Adil, Oui, vas-y. c'est de penser, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est de penser en même temps, d'envoyer comme un rayon qui part de votre cœur avec je vous envoie du bonheur ou de l'amour, même à des gens que vous connaissez pas ou même des gens qui sont désagréables. Et puis, vous voyez que l'attitude des gens, elle change en fait. Parce que, comme on vous l'a expliqué précédemment, dans la poitrine, on reçoit les chants et on envoie des chants. Et quand vous faites ça, vous changez la condition, vous changez l'environnement, et la personne est réceptive à ça. Donc, c'est des petits tests que vous pouvez essayer de faire. Comme dit Adil, vous laissez passer quelqu'un, parce qu'à la Fondation, ils disent qu'on n'est pas là pour être servi, mais pour servir. Donc, c'est ce qu'essaye de vous dire Adil. Et de penser, voilà, je vous envoie du bonheur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. C'est ce qu'on appelle le sourire intérieur. Et ben, c'est par exemple comme là, ce soir, ou tous les autres jeudis soirs où on partage l'enseignement avec vous. En fait, on est au service. On est à votre service. Et on n'attend rien en retour. Et le seul truc qu'on aime dans tout ça, c'est justement de pouvoir participer et ça crée beaucoup de joie de pouvoir être au service. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, ouais, moi c'était ça que je voulais vous parler ce soir, c'était le service. C'était comprendre le service. Donc si tout le monde a compris, bah, c'est super. Bon, moi, je peux témoigner juste pour répondre un peu. Moi, je fais des soins énergétiques depuis une quinzaine d'années. Et ça fait bien, il y a 3-4 ans que vraiment je me suis mise en bénévole pour justement être au service sans attendre quoi que ce soit. Voilà. C'est tout. Ah, merci beaucoup pour ton témoignage. Bon, bah, on va pouvoir continuer à la suite alors. Il y a Hassan dans le chat qui précise que tous les jours dans la rue, il envoie un grand I love you dans son cœur à chaque personne qui croise son regard, y compris les animaux et les plantes, avec un grand sourire. Ouais, merci. Merci Adil. Bah, avec plaisir. Donc du coup, on passe à la suite. Et la suite, alors c'était moi qui voulais vous présenter un petit outil. Vous savez qu'en ce moment, je suis dans ma série sur les outils pour retrouver le chemin de son âme. Et dans la technologie cache, on parle beaucoup d'équilibrer les émotions grâce aux gaz de CO2. Je voulais vous parler d'une autre façon de réguler les émotions. C'est de les écouter. C'est-à-dire que quand on a une émotion, l'émotion, en fait, il faut imaginer qu'elle vient toquer à la porte, elle veut se faire entendre. Et que pour cette émotion, il ne faut pas lui fermer la porte. Parce que quand on lui ferme la porte, elle va toquer de plus en plus fort et jusqu'à qu'elle défonce la porte, en fait. Et c'est là qu'intervient la maladie, c'est là qu'intervient, on tombe, on se blesse, on se met un coup. Donc, avant d'en arriver là, tout simplement, quand l'émotion arrive, on ouvre la porte. Alors, on ouvre la porte, c'est quoi ?
Ouvrir la porte, c'est accueillir l'émotion, c'est se poser. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Ça peut être une peur, ça peut être une colère, une frustration. Tout d'un coup, on a envie de manger comme un dingue parce qu'on a été contrarié, on va se venger sur la bouffe. Eh ben, on va s'asseoir, on va fermer les yeux et on va écouter, on va déplacer notre conscience dans notre corps et écouter ce qui se passe dans notre corps. Alors, ça peut être la mâchoire qui est crispée ou les poings qui sont crispés, l'envie de pleurer ou les sourcils qui se froncent, la respiration qui devient haletante. Voilà, ça peut être tout un tas de manifestations physiques de l'émotion dans notre corps. Et quand on prend le temps d'écouter ces manifestations physiques, eh bien, on va voir qu'au bout de quelques minutes, on a écouté l'émotion, et ben, l'émotion, elle s'en va. Comme elle est venue, elle est contente, elle a été écoutée, on lui a ouvert la porte, on l'a prise en considération et elle s'en va. Et du coup, on se retrouve dans le calme et la sérénité. Voilà, donc ça, c'est des petits moyens. Alors, il existe différentes méthodes qui ont été développées. À partir de ça, la méthode Tipeee, par exemple, il y a l'APL, il y a tout un tas d'outils comme ça. Mais en tout cas, là, je vous ai donné la base qui résume principalement toutes ces méthodes. Et vous pouvez faire les tests et voir que c'est très, très, très efficace et qu'on désamorce tout un tas de situations comme ça. Ça peut arriver, vous êtes très, très en colère, hein, vous avez envie d'exploser là. Et ben, vous vous éloignez un petit peu, vous vous mettez en retrait par rapport à la situation qui vous crée cette colère ou cette peur. Je ferme les yeux et puis j'écoute ce qui se passe dans mon corps. Et vous allez voir que dans les 2 minutes, l'émotion, elle a disparu et vous êtes à nouveau serein et calme. Voilà, c'est un petit moyen que je voulais vous partager, qui est très très simple à mettre en œuvre et très très efficace. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions ou a une expérience à partager à ce sujet. Je la mets dans mon cœur. Je mets l'émotion dans mon cœur. Je ne sais pas si on la met dans le cœur, mais en tout cas, elle se manifeste physiquement dans le corps. Et il faut écouter ces manifestations physiques qu'on a, qui peuvent être à différents endroits. Et du coup, c'est important de se centrer sur soi et sur ses sensations physiques. Tout à fait. L'émotion, c'est une sensation physique et rien d'autre. Après, c'est une verbalisation qui n'a rien à voir avec l'émotion originelle. Donc, c'est comme en méditation, quand vous faites la méditation et que vous êtes dans un état d'observation. Avec Viviane, il vous a fait faire l'exercice, ils en parlent quand il vous dit d'observer la douleur, par exemple. Donc, il faut vraiment la regarder. Alors, il faut vraiment l'observer. Et l'observer, c'est un état totalement neutre. Il ne faut rien faire d'autre que d'observer. Vous pouvez faire l'exercice. Il y a des gens qui sont allergiques, par exemple, à un bruit de marteau-piqueur ou à un bruit quelconque qui vous agace, et vous mettez en plein milieu du bruit, et puis vous l'écoutez, simplement faites que ça, écoutez le bruit. Vous allez vous apercevoir à un moment donné que le bruit va s'estomper, comme dit Frédéric. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire partie du bruit ou faire partie de l'émotion, et vous avez l'impression que ça va se diluer complètement. Et donc, comme tu as dit, Frédéric, c'est ça. Hein, l'émotion, c'est si vous avez une boule au ventre, ça peut être les jambes qui tremblent, des frissons, la tête chaude parce qu'il y a la colère qui grimpe, des contractions, etc. Ce sont des sensations physiques, l'émotion. Dans l'émotion, il y a émotion. Donc, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur. C'est un mouvement. Souvent, il y a des personnes qui peuvent vous dire de mettre en mots les émotions. Le problème, c'est que pour mettre en mots quelque chose, ça fait appel à une zone du cerveau qui est plus lente que la zone où il y a la manifestation physique. Et du coup, ça met du temps à venir. Alors que l'émotion, c'est le cerveau reptilien qui s'active. Et du coup, on est tout de suite dans le mouvement, dans le corps, si vous voulez. C'est-à-dire que son corps ressent les choses à différents endroits et les manifeste. Et voilà, et c'est pour ça que dans un premier temps, c'est plus important
de d'abord ressentir ce qui se passe dans notre corps et après, par la suite, éventuellement, de mettre des mots dessus. Alors, pour préciser ce que tu dis, Frédéric, c'est tout à fait ça. Hein. Il y a un décalage et c'est impossible de décrire une émotion. C'est impossible. Parce que l'émotion, elle s'est déroulée à un temps T et quand vous allez la verbaliser, elle est déjà dépassée, vous ne pouvez plus la décrire. Donc, ce que l'on verbalise en disant « Oh, j'ai peur, j'ai la trouille », ça ne correspond absolument pas à ce qui s'est passé à l'intérieur de votre corps. À la limite, vous pourriez dire « Oh, je sens que ça me brûle l'estomac, j'ai une crampe ». Vous pouvez déterminer à la limite une sensation physique. Mais le terme de verbaliser avec des mots de tristesse, de peur, etc., ça ne correspond jamais à l'émotion, parce qu'au ressenti, à la perception. Et il y a toujours un décalage entre la verbalisation et le moment de ressenti de l'émotion. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui. Oui, puisque vous voyez dans la méditation, je répète souvent que vous êtes en vous, il y a comme deux âmes. Un âme, c'est vous êtes conscient, et d'autres, vous êtes inconscient. Alors, si vous êtes conscient, l'inconscient ne peut pas sortir, c'est tout. Vous pouvez avoir un ou deux. Si vous êtes toujours conscient, l'inconscient ne vient pas. Mais parfois, par exemple, dans la conduite d'auto, vous regardez la route devant vous, mais vous regardez en même temps le rétroviseur. Mais ou bien regardez l'introviseur ou bien la route. Mais vous ne pouvez pas regarder les deux en même temps. Mais il faut que vous balancez votre yeux l'un à l'autre. Mais les émotions, ce n'est pas comme que vous regardez les introviseurs. C'est vous êtes inconscient, vous êtes conscient, l'inconscient ne peut pas sortir. Mais si vous êtes inconscient, donc vous ne pouvez pas surveiller votre âme et votre esprit, c'est l'esprit qui est antérieur de vous qui sort. Toutes ces photos-là, toutes ces images-là et toutes ces choses-là qui sortent automatiquement et ils n'ont pas de fin et deuxièmement, ils n'ont pas de sujet. Parfois, il y a des temps, par exemple, vous pouvez avoir des images à 2 ans, lorsque vous avez 2 ans. Parfois, il y a des images lorsque vous êtes au secondaire. Parfois, il y a des images d'hier. Tu vois, le temps, comment dit-on, les images viennent d'une façon automatique, mais on ne peut pas le surveiller. C'est pourquoi, si vous êtes conscient, ça veut dire vous regardez la chose qui vient d'une façon consciente, vous voyez que la chose vient dans ta pensée et vous la regardez telle qu'elle. Par exemple, si la pluie tombe, c'est la pluie tombe du ciel qui tombe à la terre. Et si vous regardez les pluies qui tombent sur la terre, c'est tout. C'est comme les pensées aussi. Ça vient et s'arrête. Mais si vous regardez, en cas que vous poursuivez votre pensée, par exemple, vous voyez quelque chose de rouge, vous pensez, c'est la pomme. Alors, après, la dernière fois, c'est la semaine dernière, j'ai acheté la pomme et j'ai donné à ma fille. Alors, tu vois, du rouge, vous allez à la pomme, vous allez à la semaine dernière et vous allez à la fille et vous poursuivez vos pensées. C'est vous. Lorsque vous poursuivez ainsi, vous êtes inconscient. Ça veut dire vous réfléchir d'une façon inconsciente. Alors, si vous voyez le rouge, rouge, si je vois, c'est simplement. Alors, vous arrêtez votre pensée et votre pensée ne revient plus. Ça veut dire, dans nous, il y a une chose qui est consciente, l'autre c'est inconscient. Si la conscience est présente, l'inconscient ne peut pas être présent, c'est tout. Est-ce que je peux ajouter juste une phrase? Oui. J'ai entendu Madame Kesh plusieurs fois, au moins 2 fois, qui dit le matin, enfin,
Vous mettez dans le paume de vos mains un goutte de CH3, un goutte de ZNO et CO2. Vous laissez sécher et vous sortez comme ça. Comme ça, vous allez avoir des bonnes vibrations équilibrées. Ça vous aide à vous protéger, etc. Vous mettez dans la main un petit peu de zinc, un peu de CO2 et CO2, zinc et CH3 et commencer la journée comme ça, on sort comme ça nous protège. Oui, tout à fait exact. Voilà, merci. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'était tous ces petits outils que je partage avec vous, c'est d'essayer de les mettre en application dans la semaine, en fait. De faire des petits tests comme ça et de voir ce que ça apporte, les changements que ça fait dans votre existence et dans votre vie. Et puis, si vous pouvez revenir et partager avec nous, dire si ça a fait quelque chose ou pas, ça serait très, très sympathique. Et voilà. Donc, si dans la semaine, là, vous voulez essayer, quand vous avez une émotion qui arrive, c'est de l'accueillir, d'écouter ce qui se passe dans son corps et d'observer comment vous réagissez et de faire la comparaison à comment vous auriez réagi avant de prendre le temps d'écouter cette émotion. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a un partage dans le chat, là. Alors, c'est Hassan qui dit que pour la douleur, Caroline Kesh a donné une anecdote à ce sujet. En déposant son fils à l'école, il avait une douleur et elle lui a rappelé que la douleur n'existe pas. C'est une information. Plus on y pense et plus elle est présente. Si on n'y pense pas, elle perd de son intensité et disparaît ou devient plus supportable. Voilà. Je vous prie de m'excuser, j'ai ma chienne qui fait du bruit à côté de moi. Il y a encore une chose que vous savez, votre pensée, vivez avec vous depuis votre enfant, depuis vous êtes né. Mais puisqu'on n'a pas d'expérience, tout ce qui vient dans votre pensée, vient automatiquement. Vous ne pouvez pas le contrôler. Mais si vous savez que vous vivez avec votre pensée depuis votre naissance, alors pourquoi ne pas vivre, continuer à vivre et le reconnaître simplement et il ne vous tourmentera plus, c'est tout. Puisque plus vous, comme je vous ai dit, plus vous essayez de définir, par exemple le rouge, alors tu commences à passer aux pommes, passer à l'autre, c'est vous tourmentez vous-même. Si vous trouvez une image, alors vous voyez, il a vécu avec moi, c'est tout. Alors vous arrêtez. Si vous arrêtez, alors l'image ne revient plus jamais. Parfois, il revient, mais vous le reconnaissez encore une fois, il ne revient plus. C'est ainsi qu'on essaie de comment dire, c'est apprivoiser notre pensée et de vivre ensemble avec lui et ne le laisse pas que cette pensée-là vous tourmente. C'est la façon que j'ai appris, mais c'est très, très bon. Même la nuit, lorsque j'ai pensé quelque chose, je le regarde, ah oui, alors j'arrête et je refais, puisque je veux penser à quelque idée, par exemple dans le plasma, alors je commence à imaginer dans le plasma. Et tous les autres, ils viennent, alors je le regarde et je les laisse passer et je retourne. De même, dans la méditation, on fait de même chose. Puisque si vous avez intention de faire quelque chose, par exemple, vous essayez d'apprendre sur le plasma, le soir, vous regardez le plasma et tout autre vous laisse partir. Alors, dans ce soir-là, beaucoup d'idées viendront en vous. C'est la façon que vous faites animer ce que vous voulez dans le soir
Et ça, c'est une façon pour pouvoir trouver beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination dans votre vie. Merci beaucoup. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions sur la gestion des émotions, je vous propose de passer à la conclusion. Donc, à tous vos partages, si vous avez fait des expériences dans la semaine, si vous avez des choses à nous partager ou des questions, tout simplement. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose donc de passer à Roland qui va venir, pardon, Claude qui va nous jouer de son fabuleux instrument au gans pour conclure cette séance. Oui, alors, ce que j'ai bien reçu tout à l'heure, là, avec vos émotions, ben, je vais vous demander d'écouter avec une émotion que vous pourrez manifester après, si vous voulez, parce que c'est une vibration qui fait pas l'unanimité. Alors, il y a des gens qui la reçoivent beaucoup mieux les uns que les autres. Voilà. Alors, je suis à votre service maintenant. Ah, j'ouvre ma caméra. Merci, Roland. Pardon, merci, Claude. Bon, c'est parce qu'on est copains ensemble, c'est pour ça qu'il dit ça. Voilà. C'est la note Fa, la note du cœur. Alors, vos impressions?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une impression positive, négative? Écoute, moi, personnellement, j'aime beaucoup le son. Après, je préfère celui que tu as fait avec les tuyaux en plastique. Ben, c'en est un. Ah, c'en est un, celui-là, mais c'est le même que la dernière fois? Alors, j'ai mis du ganse dedans, 3 tuyaux remplis de ganse, parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait que les spirales en cuivre dedans. Je pense pas que ça change le son, mais peut-être que dans la perception, ça peut changer quelque chose. Peut-être. En tout cas, ça fait vibrer. Ce qu'il y a, c'est la note Fa, et donc j'ai mis la note Fa, j'ai changé mes longueurs de tuyaux, et j'arrive à faire les 7 notes de musique, de la gamme. Voilà. Mais voulez-vous que je vous fasse la différence avec le bois maintenant? Un didgeridoo en bois. Oui, pourquoi pas. Bon, allez, on est prêt. Mais c'est pas la même note. Ah non, mais je n'ai pas la note là. Parce que c'est avec mon appareil que je mesure la note là, mais je me rappelle plus. C'est peut-être un ré, un truc comme ça. En tout cas, c'est très amusant. Moi, ça me met en joie. Mais je trouve quand même c'est beaucoup plus, ça touche plus en profondeur le bois. Ça, ça touche là. Je sais pas si c'est les bois, parce que quand même, c'est surtout ton souffle. Hein. Ah bah oui, non mais là, moi, c'est que je sors. Alors, je vous explique, hein, quand on parle de don, eh bien, je suis dans le don à chaque fois que je joue, parce que je sors comme il le dit Nguyen, hein, je sors de mon diaphragme, hein, et je monte mon air du ventre quand je joue. Ouais, je vais chercher dans mon ventre et je remonte toutes mes variations qui traversent le cœur, qui montent jusqu'à la gorge. Alors finalement, ça fait un travail presque sur tous les chakras. Voilà. Et c'est de l'amour, ça. C'est marrant. J'adore ça. Ça fait 17 ans que je joue et j'ai commencé à 60 ans. Voilà. Ça fait 17 ans, ça va faire presque 18 ans. C'est super. Voilà. Mais j'y prends beaucoup de plaisir parce que je peux vous assurer que thérapeutiquement, pour moi, c'est vraiment étonnant. L'application que j'emploie, eh bien, permet à moi de me sentir mieux. Je sais pas, je suis heureux. Je suis un gars heureux, hein. Voilà. Bon, ben avec ça, je vous remercie d'avoir écouté. Puis, bien, à bientôt, hein, à la semaine prochaine, ou alors peut-être mercredi, oui. J'irai voir ça aussi avec vous. Allez, bonsoir. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, Claude.
Ouais, bonsoir. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, hein, Claude, c'était très chouette. Ouais, salut. On se retrouve jeudi prochain pour donc soit mercredi avec Adil. Et puis, enfin, c'est pas soit, c'est vous pouvez aller avec Adil à 19h30 mercredi soir et ou alors 18h30 jeudi prochain pour la méditation avec Nguyen et 19h pour la conférence. Je vous souhaite tous une très très belle semaine et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bien.